Eh bien salut, bonsoir à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important et qui moi me fait beaucoup de peine. Si vous n'êtes pas au courant, depuis 2022, il y a un pays qui subit une agression de la part d'un agresseur, qui est très méchant, qui est un très grand pays, et l'autre à côté un plus petit pays. Et donc on voit tout de suite qui est le méchant et qui est le gentil. Et il se trouve qu'en plus, le petit pays défend les valeurs de l'Union européenne, et aujourd'hui il y a des gens pour critiquer nos glorieux Ukrainiens qui se battent actuellement sur le front de l'Est pour la gloire et le développement de l'Union européenne. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette fantastique chaîne et à partager mes vidéos. Parce que c'est gratuit, ça fait vivre la chaîne, et ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi soutenir financièrement mon travail sur Tipeee ou en vous rendant sur ma boutique zoneartisanale.com. Zone Artisanale, c'est la traduction concrète des idées que je prône sur cette chaîne. Un projet pertinent qui répond à un besoin réel des artisans et qui encourage le développement de la production française sans subvention. En somme, tout l'inverse de la soi-disant relocalisation engagée par nos gestionnaires de l'année, se résumant à la multiplication d'éléphants blancs structurellement déficitaires, sans clients et bourrés d'argent public. Cette boutique est en constante évolution, vous retrouverez les dernières nouveautés dans l'onglet dédié, et l'onglet artisan vous permet de découvrir rapidement les produits de chacun d'entre eux. Tous les liens sont en description. Merci de votre attention, et reprenons sans plus tarder le fil de notre singerie du jour. Il y a eu comme un malentendu au fil de l'histoire, j'ai l'impression, sur ce qu'on appelle les valeurs européennes, les valeurs de l'Europe, parce que les gens semblent oublier d'où vient l'idée européenne. Ils sont arrêtés peut-être à des idées vagues autour de Robert Schuman, de Jean Monnet, les pères fondateurs de l'Europe qui un jour, on ne sait trop comment, auraient peut-être glissé comme ça dans les chiottes et se seraient cogné la tête sur la cuvette et se seraient dit bon sang mais c'est bien sûr, on va fusionner le marché du charbon et de l'acier dans les pays d'Europe de l'Ouest, et avec ça, on va créer la paix et la prospérité, et tout le monde sera heureux, et c'est totalement novateur, et puis voilà, on va s'orienter vers le fédéralisme européen à travers ça, comme ça. Un jour, ils se sont dit, faisons comme ça, d'accord. Mais seulement, l'histoire est un petit peu différente. Certains la connaissent, certains vont peut-être remonter au discours de notre cher Victor Hugo sur le fédéralisme européen. Ah, ça fait partie des textes fondateurs où en 1849, Victor Hugo passe pour un visionnaire aux yeux des contemporains actuels, puisque au Congrès de la paix, il avait déjà parlé des États-Unis d'Europe. Il avait expliqué que dans un avenir proche, de préférence le plus rapide possible, il y aurait d'un côté les États-Unis, de l'autre les États-Unis d'Amérique, de l'autre les États-Unis d'Europe, qui commercerait et se partagerait le monde, et on arrêterait la guerre et les conflits, et on se mettrait tous autour d'une table pour ne former plus qu'un seul bloc. Donc on va voir juste quelques petits passages de son discours. Et s'il nous explique de la même façon que la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, etc., en leur temps, se sont fondus dans la France, et bien demain, on se fondra, les Allemands, Anglais, Français, Italiens, se fondront dans une unité supérieure et constitueront la fraternité européenne. Un jour, il n'y aura plus que de champs de bataille, que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat intergalactique, souverain, qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, etc. Alors il continue en expliquant qu'en se faisant la guerre, on dépense des budgets faramineux qui pourraient être bien mieux employés, donnez-les au travail, à l'intelligence, à l'industrie, au commerce. La face du monde serait changée, les isthmes seraient coupés, les fleuves creusés, les montagnes percées, les chemins de fer couvriraient les 2 continents, parce que le reste, vous allez voir que c'est un petit peu des sauvages. La marine marchande du globe aurait centuplé. Il n'y aurait plus nulle part ni landes, ni jachères, ni marais. On bâtirait des villes là où il y a encore des écueils. L'Asie serait rendue à la civilisation. L'Afrique serait rendue à l'homme. La richesse jaillirait de toutes parts. La misère s'évanouirait. Et savez-vous ce qui s'évanouirait avec la misère? Les révolutions. Oui, la face du monde serait changée. Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement sur l'univers. Au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu d'apporter la barbarie à la civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie. Malheureusement, vous avez peut-être compris que ce discours est un peu enfantin, illusoire, plein de bonnes intentions, idéologique, peut-être un peu naïf,
Parce qu'il a peut-être oublié que si la Normandie, comme c'est expliqué ici, la Bretagne, la Bourgogne et toutes ces provinces se sont fondues dans la France, ça n'a pas toujours été de gaieté de cœur, il y a eu quelques résistances qui ont souvent été matées dans la violence et le sang et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'effectivement, comme le dira un jour un Européen pas très convaincu, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Et les pays sont des œufs beaucoup plus durs que ne pouvait l'être à l'époque la Bourgogne, la Lorraine, etc. Parce qu'on fait la guerre au nom de la France, au nom de l'Angleterre, au nom de son pays, de son suzerain, comme c'était à l'époque du temps du Royaume de France. Et donc, pour casser ces œufs durs, eh bien, il faut du désordre, sur lequel on va pouvoir rebâtir un nouvel ordre mondial de préférence, puisque là, ici, il s'agit quand même de commercer à l'échelle de la planète. Les marchés qui s'ouvrent au commerce, les esprits qui s'ouvrent aux idées. Bon, peut-être que tout ça vous rappelle quelques discours contemporains. Mais c'est un peu naïf. Et dans l'œil des Allemands, ce côté on va tous se mettre autour d'une table dans un esprit béni oui-oui et tout se passera bien, il n'y aura jamais de résistance, ils savent bien que voilà, il faut créer le désordre pour créer un nouvel ordre. Alors les pauvres, pour faire ça, ils font la révolution, et les riches, ils font la guerre, surtout côté allemand. Et on se retrouve quelques années plus tard, presque un siècle, avec la Première Guerre mondiale, et quand on s'intéresse au but de guerre côté germanique, côté casque à pointe, on s'aperçoit que le but de la guerre est principalement économique, l'expansion coloniale en Asie et puis en Afrique, et ce but est vite remplacé par une expansion générale de la puissance allemande en Europe, l'Allemagne se sentant en danger du fait de sa position centrale. Il s'agit par des annexions à l'Est et à l'Ouest dans des proportions en partie extrêmes, pour l'Empire allemand de s'assurer durablement son hégémonie en Europe. On parle carrément de se créer une place au soleil, c'est carrément une expression désignée pour parler des nouvelles ambitions coloniales. Colonies qui sont pour le coup surtout en Europe, c'est bizarre. Donc, quelque part, Victor Hugo avait à moitié tort, parce qu'il expliquait que demain les canons seront remisés dans les musées et ne serviront plus à rien et qu'on allait faire des colonies. Alors c'est vrai qu'on fait des colonies, et c'est vrai que les canons de son époque ont été remisés au musée, mais c'est plutôt parce qu'ils ont été remplacés par des armes plus performantes pour faire des colonies. Bref, la guerre est toujours d'actualité, dans l'idée de la construction européenne. Donc les Allemands, pour assurer leur puissance et faire valoir des revendications sur une politique mondiale, ils ont plusieurs objectifs. Déjà, la sécurisation de l'Empire passe par l'affaiblissement de la France. Celle-ci doit perdre son statut de grande puissance pour devenir dépendante économiquement de l'Allemagne. Bon, si ça vous rappelle quelque chose, c'est sûrement fortuit. Allons. Quelques petits morceaux de l'Europe doivent être annexés à l'Allemagne, mais ça, c'est des vieilles idées, on a trouvé mieux. Par contre, la Russie, elle aussi, doit être affaiblie, notamment en ce qui concerne l'influence qu'elle exerce sur les pays frontaliers. On est en 1914, pas en 2024. La puissance allemande en Europe doit également passer par la création d'une union douanière, regroupant la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche-Hongrie, la Pologne, et puis éventuellement l'Italie, la Suède et la Norvège. C'est ce qu'on appelle le September Programme, que je ne prononce pas avec un accent allemand, mais c'est pas grave. Et cela correspond aux idées et aux souhaits des cercles dirigeants politiques, économiques et militaires, les industriels souhaitant que l'Empire allemand limite l'autonomie des autres États, en particulier les sidérurgistes allemands en ce qui concerne le bassin de Baie-Longwy, un bassin en France qui apparemment leur faisait concurrence. Le programme est le résultat de la mise en commun de nombreux programmes sur la future Europe. Cette magnifique Europe fédérale dont on nous vend aujourd'hui comme étant un projet de paix, d'humanisme et de prospérité est en fait un projet de domination, d'écrasement des autres États donc pour limiter leur autonomie, histoire qu'ils ne dépassent pas le casque à pointe, donc guerre, colonisation et soumission des autres États. Voilà. Forcément, il y a eu quelques résistances, et en raison d'événements fâcheux, de circonstances malheureuses et d'un manque de chance, l'Allemagne a perdu la guerre. Oh, donc le projet tombe un petit peu à l'eau, c'est plus vraiment la mode, mais heureusement, d'autres personnes vont reprendre le flambeau. l'ENA Situation, qui vont reprendre cette idée de créer une grande Allemagne, et puis de créer une Europe fédérale, mais toujours en gardant cette mauvaise idée de l'imposer par la guerre et la force. On retrouve donc ici en 1940 quelques grandes idées, quelques grands slogans. Nous voulons la France unie dans l'Europe unie. Ouais, la Ligue française avec notre petit moustachu d'époque. Alors il y a d'autres affiches qu'on pourrait ressortir aujourd'hui et placarder dans les rues, sans que ce soit anachronique.
De France-Allemagne à France-Europe. Et c'est le programme des Républicains, ça. Quelle coïncidence, c'est vraiment bizarre. La France européenne. Et alors c'est marrant parce que là il y a un petit encart que vous pouvez peut-être pas lire. Dans ce numéro, on nous annonce 5 pages de dessins sensationnels sur la famine en Russie par Serge Ivanov. Toujours cette obsession d'aller casser du russe parce qu'ils font vraiment très peur à l'Allemagne et sa position centrale et toutes ces conneries. Nous, les Européens, par notre union et notre foi, créons le continent de la vie nouvelle. Ce progrès, cette idée novatrice qu'est l'Union européenne, vraiment en accord avec son temps. Esprit d'équipe, camaraderie, c'est ce qu'on voit là sur les affiches. Famille heureuse, éducation. On commençait déjà à comprendre qu'il fallait promettre aux gens la paix, la prospérité, le bien-être et toutes ces conneries. Mais à cette époque, l'ambiance était quand même un petit peu tout autre. Il fallait continuer à mater les différents peuples, casser les œufs durs pour faire une Europe fédérale. Appel aux Français, aux armes pour l'Europe, allez vous battre en Ukraine. Oui, c'est vrai qu'ils allaient probablement sur le front de l'Est. Édité par l'Ersatz-Kommando des Waffen-SS français. Et j'ai envie de le prononcer avec un accent espagnol. Le foutage de gueule est intemporel. Oui. Alors, malheureusement, en raison d'événements fâcheux, de circonstances malheureuses et d'un manque de chance, eh bien l'Allemagne a encore perdu la guerre. Le petit moustachu a fini dans un bunker cerné par les Russes. Décidément, ils avaient raison de se méfier d'eux. Mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce que des gens ont commencé à travailler sur cette idée de fédéralisme européen, l'idée de créer une sorte de commission fédérale dans un État qui chapeauterait les autres États, qui continueraient d'exister mais seraient sous domination de l'Allemagne nazie. Et il y a un mec qui s'appelle Walter Einstein, qui a bossé avec tonton Adolphe, et qui a notamment travaillé au rapprochement des systèmes juridiques entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie pour commencer à créer une sorte d'embryon de système fédéral, de rapprochement, sur lequel les autres pays pourraient ensuite se greffer petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, puisque de toute façon ils étaient annexés et occupés militairement. Et ce gars-là, il a été récupéré par les Américains, comme certains le savent, le projet a été récupéré avec, et puis on est revenu, on nous l'a remis dans les pattes, et il est devenu le premier président de la Commission européenne, qui avant s'appelait la Commission économique européenne, de 58 à 67. Il y a les bons nazis, puis il y a les mauvais, quoi. Faut savoir, c'est tout. Donc voilà, on a quand même une continuité de cet héritage européen, de ces grandes valeurs, cette idée de commerce, de circulation sans frontières, de domination de l'Allemagne, puis d'une forme de corruption, mais ça on va voir après. Et il y a des gens qui ont la mémoire, aiment l'histoire, savent d'où ils viennent, ont les pieds sur terre, et défilent pour commémorer les Européens à qui nous devons le système merveilleux dans lequel nous vivons actuellement. Alors c'est vrai que du temps de Walter Einstein, on avait quand même compris avec les 2 essais allemands d'imposer par la force, de casser les œufs durs pour en faire de la mayonnaise, ça n'a pas très bien marché. Il faut faire un virage, il faut prendre une autre méthode, et finalement, cet idéaliste de Victor Hugo avec sa paix, sa prospérité, ses isthmes tranchés, ses nouvelles villes, la science, l'économie, le développement, on s'est dit que ça pouvait être un projet positif à proposer aux gens, un peu différent du bombardement et puis des croix gammées et puis de tout ce qui s'ensuit. Donc on a commencé à leur sortir un charabia autour de la paix et de la prospérité. Et ça a marché. Petit à petit, ils ont abandonné progressivement, et sans le savoir, les différents pays ont abandonné leur souveraineté, morceau par morceau. Et comme le disait, je crois que c'était Jean Monnet, qui expliquait que l'Europe ne se ferait pas d'un geste ou d'une fois, que l'Europe se ferait dans les crises, et que l'Europe serait la somme des réponses apportées à ces crises. Donc on va laisser, parfois même on va créer le bordel, ou alors on va le laisser arriver, et à chaque fois qu'il y a un problème, on vous dira, la solution, c'est plus d'Europe. Parce que les pays sont trop petits, parce que ceci, cela, et à chaque fois que vous avez un problème, parfois même qui est créé par les gens qui veulent avancer sur le projet de fédéralisme européen, eh bien on vous dit, il faut faire plus d'Europe. Ça, vous l'avez vu pendant le Covid. Ou à chaque fois qu'il y avait un truc, un sujet, un problème, il faut une réponse européenne. Les masques, les vaccins, les confinements et tout le reste, il faut attendre, on va faire des réunions au niveau européen, il faut se coordonner. Ça continue d'ailleurs, on va parler là dans différents sujets des médicaments, des médecins. On attend une réponse européenne. Donc ça a fonctionné, on a laissé tomber un petit peu les armes et la violence et la guerre, et les révolutions, pour faire finalement
une sorte de technique du salami, où petit bout par petit bout, crise après crise, eh bien, on retire des pans de souveraineté aux États et on les fond de plus en plus dans l'Union européenne jusqu'à créer des situations de fait, comme on dit. Un jour, on se réveille puis on se dit « Ah bah oui, ben, vous comprenez, maintenant, on est dans l'euro, c'est compliqué d'en sortir, faut faire avec, voilà. » Et donc, on a quand même gardé l'idée du fédéralisme européen et tout le travail qui avait été fait par les nazis situation. Donc tout ce travail juridique, de réflexion autour de la manière dont on pourrait s'organiser sur le plan économique et juridique, ça a été gardé. On a mis de côté les panzers, mais il y reste encore des gens qui, amoureux de l'histoire et reconnaissant de l'esprit européen de ces Allemands de l'époque, ô combien avant-gardistes, puisqu'on a pu voir qu'on peut ressortir les affiches et les republier telles quelles dans la presse aujourd'hui. Voilà, 5 pages sensationnelles sur la famine en Russie. Vous comprenez, ils volent des puces sur les lave-linges des Ukrainiens pour fabriquer des missiles, parce que c'est la pénurie surtout. Là. En ce moment, d'ailleurs, ils sont en train de tous mourir de faim. D'ailleurs, ils quittent le pays par centaines de millions. C'est bien connu. Donc c'était des visionnaires, et heureusement, des gens respectent ça, et commémorent, comme ici en Estonie, la mémoire de ces Européens qui se sont battus pour l'unification du territoire, pour la création des États-Unis d'Europe. Donc vous pouvez voir ici nos vaillants collègues estoniens avec lesquels nous avons une destinée commune. Nous partageons des valeurs européennes, défilés en tenue d'époque, avec le casque, la tenue Hugo Boss, les flingues, tout. On a aussi les versions femmes, on a les chars, la bicyclette d'époque, j'ai l'impression. Oh, il a les sacoches, il a tout, c'est collector, ça. Il y a peut-être même la dynamo, super. Le véhicule de propagation du fédéralisme européen, par excellence. Bon, c'est formidable. Il y a un côté 7ème compagnie quand on les regarde, quand même. Avec le petit gros, là. Où il est là, il est tout petit. Malheureusement, tout le monde n'est pas de cet avis. Et nous avons en ce moment de glorieux Ukrainiens commémorant l'esprit européen originel qui se retrouvent insultés, dénigrés dans les médias. Moi, je trouve ça assez choquant. Vous voyez, par exemple, là, ici, c'est arrivé dernièrement, juillet 2020, août 2024, une chaîne italienne qui est allée interroger de vaillants soldats ukrainiens défendant les valeurs de l'Europe, et il y a eu des gens pour s'offusquer de la présence de symboles nazis, comme si c'était incompatible et incohérent. Arrêtez de dépenser l'argent public pour faire des interviews de nazis, ce serait sympa. Non mais pour qui se prend-il? Et alors, je suis vraiment étonné de LCI. Alors, LCI m'ont énormément déçu, j'ai l'impression que c'est devenu une chaîne pro-russe. Ils avaient l'air d'être du bon côté, ils avaient l'air de faire du bon boulot, eh bien non. Là, on est dans le contexte de l'offensive ukrainienne, héroïque, sur le territoire russe. On a quand même un grand contentieux avec la Russie, il faut quand même protéger l'Allemagne et la rassurer. Il faut renvoyer la Russie de l'autre côté de l'Oural, si possible. Donc ça, c'est une mission européenne. Et malheureusement, eh bien, il y a eu des gens pour dénigrer les vaillants combattants qui sont allés en Russie, confortablement installés depuis Paris. C'est vraiment scandaleux. Casque peut-être, Oui, qui est exactement. un peu curieux, Oui, ce casque. c'est- Voilà, on a l'impression qu'il y a des insignes oui. SS dessus. Alors c'est Oui. peut-être le signe Azov peut-être qui est modifié, mais c'est vrai que c'est un peu curieux ce casque et pas très heureux si c'est un soldat ukrainien qui se balade en Russie. Voilà. On a vu des panneaux qui me semblent correspondre à des communes. Oui, Belgorod, on a vu, c'était écrit Belgorod, et la deuxième localité, je l'ai pas vue, mais en tout cas Belgorod, en tout cas c'est sûr. En plus, c'est dit Poutine sur cette depuis le début de la guerre que c'est des nazis qui sont dans l'armée ukrainienne. Donc oui, ce serait bien qu'il enlève le casque. Ouais, si c'est ça, et si c'est pas D'où viennent ces images? Oui, aussi c'est ça qui Oui. me... si c'est pas normalement toutes nos images sont vérifiées évidemment, mais si c'est pas évidemment C'est sur le côté. voilà, ce sont des images de soldats ukrainiens qui nous arrivent aujourd'hui, nous C'est dit-on. comme ça qu'on casse une stratégie de communication. C'est marrant comme la notion de mensonge est devenue stratégie de communication. Je trouve ça dommage, moi, de voir des gens qui ne savent pas d'où ils viennent, qui ne savent pas à qui ils doivent l'Union européenne, qui est aujourd'hui une œuvre de paix et de prospérité que le monde nous envie. Il faut le savoir. Et ils sont là à dénigrer ces gens qui se battent pour les valeurs de l'Europe, dans les tenues d'époque en plus, de manière totalement raccord avec l'histoire et l'idéologie. Et ils sont là à dire que ça leur va pas, et peut-être que c'est pas les bonnes images, c'est pas les bons Ukrainiens, et ils ont cassé leur stratégie de communication. Mais qu'est-ce que c'est que cette insulte ?
Et je pense qu'ils n'ont pas compris ce que sont les valeurs de l'Europe. Il se trouve que les Ukrainiens sont ceux qui les représentent le plus. Cette envie d'abandonner la souveraineté de son pays pour se ranger derrière un espèce de bordel bureaucratique dominé par l'Allemagne, c'est formidable. Où est le problème, hein? La corruption généralisée, qui sera... Aujourd'hui, c'est de la corruption parce que l'Ukraine n'est pas encore dans l'Union européenne, mais quand elle aura vu la lumière et qu'elle aura signé tous les accords, eh bien, ils deviendront des gens civilisés, hein, on va apporter la civilisation. Et puis, ce sera rebaptisé capitalisme de connivence, et puis lobbyisme. Et ça ira très bien. Parce que transférer de l'argent du contribuable vers la poche des entreprises et du privé, c'est le système normal. C'est les libertés économiques qui sont le pilier de la construction européenne. La libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes. C'est très bien ça. Pourquoi il est contre? Donc vous avez aujourd'hui des gens qui défendent ces valeurs contre la Russie, et puis ils font la fine bouche, et ils semblent ne pas comprendre en fait ce qu'est l'Union européenne, et quel est le projet. Alors il y a quelqu'un qui a quand même compris, hein, c'est toujours du côté allemand qu'on entend ça, c'est bizarre. Début juin, apparemment, ou mi-juin de cette année, la ministre allemande des Affaires étrangères a été interrogée sur la présence de symboles nazis récurrents en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a expliqué que si auparavant ce symbole était associé au régime nazi de certains pays européens, on évitera de préciser lesquels, ce ne sera pas nécessaire, aujourd'hui, il est porté par des gens qui luttent pour leur droit à l'indépendance dans le cadre de l'Union européenne, par contre. On peut dire qu'aux yeux du monde libre, l'Ukraine a réussi à réhabiliter la croix gammée et à en faire un symbole de liberté, un symbole de lutte pour leur existence. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'avoir une attitude négative à l'égard de ces symboles, si leurs porteurs luttent contre l'agression russe. C'est fou comme l'histoire se répète. Enfin, quelqu'un qui a compris quelles sont les vraies valeurs de l'Europe, et qui a bien l'intention de les défendre. Pas comme ces Français là sur LCI, qui savent pas où ils sont, qui sont dans des idées encore héritées de Victor Hugo, l'idée qu'on va tous se mettre autour de la table, et que tout va bien se passer, qu'on va simplement s'entendre et discuter en bonne intelligence. Bon, ça va, quoi. Hein, on n'est plus des enfants. Voilà. Donc, l'Allemagne a beaucoup mieux compris ce qu'est l'Europe pour elle. Ils ont mis de côté un peu le côté casque à pointe, rigide, panzer et bombardement. Mais bon, le fond reste le même. Il faut que tu fermes ta gueule et puis tu obéis à la commandanture, quoi. Hein? Voilà, donc vous avez peut-être pas compris ce que sont les fameuses valeurs européennes dont on nous rabâche les oreilles à chaque instant. Peut-être que maintenant vous savez et vous serez libre d'y adhérer ou pas.